Bonsoir Agnès Evren, Bonsoir. sénatrice LR de Paris et porte-parole des Républicains. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, comme à chaque heure, il est l'heure de retrouver un membre de la cellule vrai ou faux. Bonsoir Léa Soulevitz. Bonsoir. Aujourd'hui, Léa, vous vous intéressez à une accusation virale sur les réseaux sociaux qui vise le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et oui, avec ma collègue Léna Lacambé, on s'est intéressé donc à cette accusation selon laquelle Volodymyr Zelensky il aurait acheté une maison à un acteur américain pour 29 millions de dollars. Écoutez. L'immense villa de Bill Cosby à New York a été vendue il y a moins d'un mois au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors la villa dont il s'agit, c'est cette maison de ville. Elle est située donc à quelques pas de Central Park. On est vraiment en plein cœur de New York. Alors ce qui est vrai, c'est qu'elle appartenait bien à l'acteur Bill Cosby. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il l'a bien vendue début novembre. Et d'après les internautes, cette transaction, elle serait passée par une société offshore qui appartiendrait à Volodymyr Zelensky, Films Heritage. Cette société, donc, elle existe. Elle appartient à Elena Zelenska, la première dame ukrainienne. Donc ça a l'air d'être une vraie info, mais en fait, c'est une vraie grosse intox. Exactement. En fait, en consultant le registre des transactions immobilières de la ville de New York, on s'aperçoit que l'acteur américain, il a vendu sa maison à une entreprise qui s'appelle Seven Manor Holding. Donc, c'est pas du tout le nom qui avait été donné par les internautes. Et cette société, surtout, elle a rien à voir avec le président ukrainien. Donc, c'est complètement faux. Mais comme ces dernières semaines, on a eu plusieurs scandales de corruption qui ont concerné le gouvernement ukrainien, eh bien, ces accusations comme quoi Volodymyr Zelensky aurait acheté ce bien très très luxueux, ça permet de faire planer le doute sur sa probité. Et c'est évidemment le but de cette campagne des fausses informations. Et alors, on sait d'où ça vient ? Alors oui, plusieurs experts pointent une opération de propagande russe qui s'appelle Storm 1516 pour plusieurs raisons. Déjà, le narratif utilisé, donc dépeindre Volodymyr Zelensky comme quelqu'un de corrompu, c'est totalement dans la ligne des fausses informations qu'ils ont diffusées ces dernières années. Par exemple, ils vont le montrer souvent, soi-disant en train d'acheter des bijoux hors de prix pour sa femme, ou bien en train d'acheter des voitures de luxe, ou comme ici, des villas autour du monde. D'après un spécialiste des opérations de désinformation en ligne, en fait, si on devait croire tout ce qui avait été publié à ce sujet pour les villas notamment, Volodymyr Zelensky, il en serait à sa 6e ou 7e villa autour du monde achetée. Bon, ça peut faire sourire comme ça, mais n'empêche que les enjeux sont quand même importants à l'heure où la paix en Ukraine se négocie, puisque toujours d'après ces spécialistes américains avec qui on a parlé, cette propagande, elle est plutôt efficace parce que ces dernières années, elle participe à affaiblir le soutien à Volodymyr Zelensky dans certaines parties de la société américaine. Merci Léa. On rappelle les rendez-vous avec la cellule vrai ou faux du week-end ? Exactement, l'émission le samedi à midi et le dimanche à 20h. Merci beaucoup. Agnès Evren, donc vous êtes notre invitée ce soir, sénatrice LR, porte-parole des Républicains et membre de la commission de la culture du Sénat, devant laquelle cette semaine ont été exposées les premières conclusions de l'enquête administrative sur le casse du Louvre. Et alors là, on a appris un certain nombre de choses. On a appris que les braqueurs auraient pu être arrêtés à 30 secondes près. Oui, c'est ça. Qu'il y avait bien des caméras de vidéo extérieure, contrairement à ce qu'on avait dit dans un premier temps, qu'elles avaient filmé l'arrivée des malfaiteurs, mais qu'en fait, elles n'étaient pas visionnées en direct par un agent de sécurité, c'est bien ça ? En fait, très concrètement, la principale faiblesse en fait du Louvre, c'est sa sécurité. Paradoxalement, c'est quand même le plus grand musée du monde et on s'est rendu compte que ce musée était totalement vulnérable et on le voit à travers justement ces caméras, c'est-à-dire qu'il y a un PC sécurité extrêmement vétuste, qui est le PC central où je me suis rendue. D'ailleurs, j'avais été assez étonnée de me rendre compte que c'était avec des écrans très anciens. Et il se trouve qu'en fait, comme il n'y a pas assez d'écrans dans le PC central, ils ne peuvent pas filmer en direct et en temps réel toutes les images qui sont filmées des lieux sensibles. Autrement dit, oui, la caméra a fonctionné pour filmer en fait la mise en place de la nacelle, sauf qu'elle n'était pas retransmise en temps réel. Et autrement dit, il a fallu 4 minutes pour aller actionner un bouton quand ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Et donc, c'est 4 minutes de perdu, puisqu'en effet, on était à 30 secondes près. Et ces 4 minutes auraient pu évidemment éviter le cambriolage. C'est là où en fait, on se dit comment se fait-il que le plus grand musée du monde ait une sécurité qui date du XXe siècle. Ça n'est pas admissible de se dire que tous les rapports, tous les audits de sécurité pointaient en fait la faiblesse de ce balcon de la galerie d'Apollon par lequel ont pénétré en fait les cambrioleurs. Et là, eh bien, l'insuffisance d'écran, c'est quand même dingue de se dire ça, l'insuffisance d'écran, en fait, a fait que sur le tableau central, il n'y avait pas cette fameuse image qui montrait qu'il y avait la nacelle en temps réel. Mais Agnès Evren, c'est quoi votre analyse ? C'est que ce n'est pas la priorité actuellement de la direction du Louvre d'assurer la sécurité des œuvres d'art. Comment
Comment vous analysez cette situation ? Eh bien, vous avez tout dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la gouvernance du Louvre n'avait pas comme priorité la sécurité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit l'inspecteur général des affaires culturelles, et il a dit la sécurité n'était pas un élément cardinal. Et c'est vrai que la politique était privilégiée, c'est la politique d'acquisition ambitieuse des œuvres et le Louvre Renaissance qui visait à réaménager en fait le Louvre pour augmenter le nombre de visiteurs de 9 à 12 millions de visiteurs. Mais à aucun moment, la priorité n'a été la sécurité, et c'est même plus grave encore, puisqu'en fait, il n'y avait même pas de direction de sûreté. C'est-à-dire qu'il y avait une direction de la sûreté et de la surveillance, mais cette directrice s'occupait plus de la surveillance au sens accueil du public, plutôt qu'elle vient d'être tout simplement... Mais du coup, quelles conséquences ? Qu'est-ce que vous demandez, vous, aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, ce qu'on demande, évidemment, c'est d'abord de pointer la chaîne des responsabilités. Parce que les Français ne peuvent pas comprendre que le plus grand musée du monde a été cambriolé en quelques minutes, en plein jour, aussi simplement, sans qu'on puisse pointer des responsables de la sécurité des œuvres et de la sécurité du musée. Laurence Descartes avait proposé sa démission. Elle a été refusée par la ministre. Elle l'a proposé à l'oral. Elle ne l'a jamais vraiment établi à l'écrit. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il y a eu des révélations. Là, par exemple, l'audit de 2019, l'audit qui a été commandé à Van Cleef, pointait, encore une fois, toutes les vulnérabilités du musée et le fait que la protection périmétrique était totalement défaillante. Indiquait même ce balcon comme possible entrée. Et en fait, ce qui est gravissime... Mais ça ne lui avait pas été transmis. C'est ça. Le problème, c'est ce qu'on appelle le tuilage. C'est-à-dire, quand elle est arrivée... M. Martinez, qui était son prédécesseur, visiblement, n'avait pas de très bonne relation avec elle, et il a omis de lui transmettre ce rapport qui était absolument essentiel pour la sécurité des œuvres. Et donc, je trouve ça... On va d'ailleurs l'auditionner la semaine prochaine, le prédécesseur de non seulement Laurence Descartes et elle, mais c'est vrai qu'il faut dire que la priorité n'était pas mise ni dans les investissements, ni dans l'organisation sur la sécurité. Mais en clair, aujourd'hui, vous demandez la démission de Laurence Descartes ? Écoutez, moi je le dis, je pense que compte tenu des nouvelles révélations, et c'est assez consternant parce que nous sommes la démocratie parlementaire, nous sommes la représentation nationale, et quand elle est venue devant l'Assemblée et le Sénat, à aucun moment elle n'a mentionné cet audit puisqu'elle ne le savait pas. Et donc oui, je pense qu'en fait, il y a eu pourtant des alertes qui ont été faites, et le schéma de sécurité de 2017 qui devait mettre en place en fait un plan de sécurité, elle n'a pas agi. Elle n'a pas agi tout simplement, contrairement à Rachida Dati qui, dès lors qu'il y a eu ce cambriolage, tout de suite a initié cette enquête administrative. C'est pas exactement quand même ce qui a été dit. C'est-à-dire que ce qui est visé, c'est aussi le ministère de la Culture, pas uniquement Rachida Dati aujourd'hui, mais le ministère de la Culture et donc ses prédécesseurs, qui avaient aussi une responsabilité de contrôle du musée du Louvre et quelles étaient les priorités, et que là aussi, il y a eu un manquement. Non, moi je trouve qu'au contraire, Madame Dati, qui est la ministre de tutelle, en effet, a pris toutes les initiatives. Elle a demandé une mission d'information sur la sécurité des musées. Elle a réfléchi 1 million d'euros pour organiser mieux la sécurité. Donc, mais quand le président de la commission du Sénat dit la défaillance générale du musée comme de sa tutelle dans la prise en compte des enjeux de sûreté, il parle de quoi ? Bien, écoutez, là encore, je pense que c'est tout simplement des choix politiques qui ont été faits, des choix même, encore une fois, dans l'organisation, c'est-à-dire l'ambition de l'acquisition des œuvres, par exemple. Voilà, Rachida Dati, entre nous, ça fait 20 ans qu'il y a une forme d'inquiétude sur la sécurité au Louvre. Rachida Dati, elle est arrivée il y a 1 an. On ne peut pas lui faire porter quand même le chapeau de ce cambriolage, sachant qu'encore une fois, il y avait des tas d'audits qui alertaient sur cette vulnérabilité et que rien n'a été fait. Il faut savoir que, encore une fois, le schéma de sécurité qui visait à sécuriser le Louvre existe depuis 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans ? Strictement rien, en fait. Parce qu'il y a un projet pharaonique, encore une fois, qui est le Louvre Renaissance. Tout a été mis sur ce Louvre Renaissance et rien sur la sécurité. Donc, il faut complètement changer de lunettes, changer d'approche et désormais mettre la totalité, en fait, du budget sur la sécurité, sachant que c'est inadmissible. Encore une fois, je le redis, moi, j'ai été très choquée de voir ces 5 PC de zone de sécurité où, en fait, dans n'importe quelle bijouterie aujourd'hui, il y a des caméras augmentées avec l'intelligence artificielle. Et là, même les écrans sont totalement anciens, vieillots, avec aucune modernité, en fait. Agnès Séveraine, vous êtes sénatrice de Paris. Votre réaction ce soir à cette affaire dont nous parlions hier soir sur France Info, qui a été révélée par nos confrères de France Info, la radio et le site. Cet enfant de 8 ans, dont la tête a été tondue par ses éducateurs dans un foyer d'aide sociale à l'enfance à Paris. Rappelons que l'aide sociale à l'enfance dépend des départements, mais qu'à Paris, donc,
donc c'est comme Paris considéré comme un département, ça dépend de la ville de Paris. Votre réaction ce soir à cette affaire? Écoutez, moi je suis totalement outrée en tant qu'élue de la République évidemment et en tant que maman aussi. C'est inadmissible, ça fait mal au cœur, ça soulève le cœur en fait de voir de telles images. Et donc nous avons demandé, nous justement, au Conseil de Paris avec Rachida Dati et Nelly Garnier, la possibilité d'organiser un débat au Conseil de Paris la semaine prochaine. Parce que pour l'instant, la ville de Paris fait la sourde oreille et refuse de répondre, en fait. Nous avons demandé également une enquête administrative globale pour essayer d'étudier ce qui s'est passé et rassurer les parents. Ça n'est pas normal qu'à Paris, quand on va dans un centre de loisirs ou à l'école, nos enfants ne soient pas en sécurité. Ça n'est pas acceptable. Et donc, nous attendons la réponse de Mme Hidalgo, qui, pour l'instant, encore une fois, est dans le déni de la situation, j'ai l'impression, accepte ce débat que nous demandons. Un débat sur quoi ? Un débat sur la situation aujourd'hui, justement, du périscolaire. Que se passe-t-il dans le périscolaire? Parce que là, c'est pas dans l'ASE. le 11e, dans le 12e. Là, vous parlez d'autre chose. Mais oui, mais là, moi, je parle de ça aussi. Oui, parce que l'ASE, pour expliquer précisément le périscolaire à Paris, c'est parce qu'il y a eu plusieurs cas d'accusations d'actes pédocriminels commis par ceux qui sont chargés d'encadrer les enfants à la cantine. Exactement. Et voilà, dans les temps du périscolaire. Donc, et ça, c'est une autre affaire où donc aujourd'hui vous demandez des réponses de la part d'Anne Hidalgo. Et c'est ça le message que je tiens absolument à porter. Je lance encore une fois cet appel. J'ai reçu une association de parents d'élèves encore hier et qui me disait c'est inadmissible qu'en fait on ait l'impression qu'on ne soit pas écouté, pas cru et que les choses ne soient pas rendues à la fois publiques et expliquées. Et qu'est-ce que vous reprochez à Anne Hidalgo dans la gestion de ce dossier des de ne pas vouloir répondre, de ne pas accepter en fait cette enquête administrative que nous demandons. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas tout sur la table? Ça fait maintenant plusieurs années en fait qu'on demande, parce que c'est pas la première fois. Et là, on a l'impression qu'il y a une juxtaposition, qu'il y a encore beaucoup de faits. C'est pas des faits isolés, ça devient véritablement. Il y avait un rapport d'ailleurs qui avait été fait en 2015 pour rendre plus sûres les écoles pour les enfants et pour qu'il n'y ait plus d'actes pédocriminels commis de la sorte. Est-ce que vous aviez connaissance de ce rapport? Est-ce que vous aussi, dans l'opposition à droite, vous avez demandé pendant toutes ces années qu'il se passe quelque chose? Mais bien évidemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le redis, nous demandons l'organisation d'un débat la semaine prochaine au Conseil de Paris. Nous entamons nos travaux dès mardi et il faut que Mme Hidalgo l'accepte. Ce qui se passe aujourd'hui dans les arrondissements, ce qui se passe tout simplement à Paris est inadmissible. Oui, il n'y a pas qu'à Paris, on en parlait avec le militant des droits de l'enfant Liès. Je suis élue de Paris. Oui, mais c'est malheureusement, ce sont des drames et des situations qui arrivent partout. Il y a un problème avec l'aide sociale à l'enfance. Les socialistes ont déposé une proposition de loi qui devait être examinée aujourd'hui à l'Assemblée pour proposer qu'un avocat accompagne chaque enfant placé aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance. C'est une bonne idée. Écoutez, ça, c'est une bonne pourquoi proposition. pas? Honnêtement, si on peut renforcer les droits des enfants, ça me semble aller dans la bonne direction. Là, franchement, il n'y a pas d'esprit partisan. Il faut être pragmatique, il faut surtout agir et efficacement et très rapidement. Mais sur cette question, vous êtes également donc sénatrice. Il y a eu un rapport sur l'ASE, sur l'aide sociale à l'enfance, qui montre les difficultés à Paris, mais dans beaucoup d'autres départements. Bien sûr. Et pour autant, il y a là cette histoire de ce petit garçon qui est terrible, mais il y a eu aussi beaucoup d'articles sur la prostitution de jeunes femmes mineures placées à l'ASE. On a l'impression qu'il n'y a pas de politique de santé publique qui suit. Comment vous expliquez ça? Le Sénat a fait ce rapport, mais vous avez raison. Depuis, rien n'a Vous avez raison. Vous savez, moi, j'ai été rapporteur d'une mission d'information sur les femmes à la rue, et notamment celles qui, malheureusement, se prostituent, celles qui sont avec des bébés à la rue, pour certaines qui accouchent. Et c'était d'autant plus stupéfiant qu'en fait, désormais, en fait, il y a tellement de femmes à la rue, il y a une recrudescence depuis 10 ans, qu'aujourd'hui, on a mis des critères de vulnérabilité pour avoir accès à l'hébergement d'urgence, par exemple. Aujourd'hui, il faut avoir, grosso modo, si on est enceinte, il faut être enceinte de plus de 7 mois pour pouvoir avoir une place en hébergement d'urgence, et il faut que le bébé ait moins de 3 mois. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, comme vous le dites, des femmes qui sont obligées de se prostituer parce qu'elles sont à la rue et qu'elles n'ont pas de place en hébergement. Et certaines disent « je suis prête à le faire pour avoir un toit et être en protection d'un homme ». Parlons un peu de la situation de votre parti, Agnès Evren. Les Républicains, il y a eu un vote cette semaine, le vote du budget de la sécurité sociale qui est passé de justesse à l'Assemblée. Le groupe s'est divisé. Bruno Retailleau, que vous aviez soutenu pour la présidence, avait donné des consignes pour voter pour. Il n'a pas été écouté par une partie du groupe. Comment vous définissez la situation aujourd'hui dans votre famille politique? Écoutez, une situation de division objective? Très franchement, la situation de division, de fracturation, elle est partout à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Oui, mais là, on parle de votre famille politique. Oui, mais la droite, c'est quand même particulièrement flagrant. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Laurent Wauquiez qui appelle les troupes, les députés à voter en disant, il a mis... Quand on regarde les Twitter, c'est quand même les messages sur les réseaux sociaux, Laurent Wauquiez dit « Ce texte n'est ni parfait ni idéal, c'est un moindre mal ». Et de l'autre côté, Bruno Retailleau qui dit « Ce budget envoie la France dans le mur et je le regrette profondément ». Agnès Evren, quelle est votre droite ? Alors, d'abord, juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien que ceux qui nous écoutent comprennent qu'il y a un chaos indescriptible à l'Assemblée nationale parce qu'en fait, l'abandon du 49.3, c'est un gigantesque changement où aujourd'hui, on a des alliances totalement irréalistes, le RN qui vote avec le LFI. C'est vrai que la droite, en fait, pour partie, a considéré que le budget était certes mauvais, mais ils avaient eu des victoires politiques. La réindexation des retraites, par exemple, la défiscalisation des heures sup notamment. Nous, au Sénat, et ça a été la position de Bruno Retailleau, la suspension de la réforme des retraites était pour nous une totale ligne rouge. Pourquoi ? Parce qu'on transfère tout simplement le déficit abyssal du régime de retraite sur les futures générations. Mais du coup, quelle est votre droite ? Vous pensez quoi, vous, Agnès Evren ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire sur ce budget de la Alors moi, je vous le dis très franchement, pour moi, c'est un budget qui est mauvais. Je me serais abstenue. Pourquoi ? Parce qu'on aggrave le déficit. Vous savez, quand le déficit initial du gouvernement, de prévisionnel du gouvernement, était de 17 milliards. Il est arrivé, en sortant de l'Assemblée, à 24 milliards. On l'a rétabli à 17 milliards. Moi, je ne l'aurais pas voté pour une simple et bonne raison, c'est que par esprit de responsabilité, je considère que c'est un budget qui aggrave le déficit de la France et qui mise tout sur la fiscalité et non pas sur la réduction des dépenses. Or, on sait qu'aujourd'hui, on le sait, la fiscalité, elle étouffe l'économie, l'entreprise, l'innovation, elle fracasse le pouvoir d'achat des Français et elle empêche la réindustrialisation. Donc, il faut qu'on change complètement d'approche et qu'on pense d'abord en réduction de dépenses et qu'on arrête d'étouffer l'entreprise avec la fiscalité. Écoutez, vous savez, il y a un chef qui a été élu à 74% des voix, c'est Bruno Retailleau. Après, je vous le disais, aujourd'hui, c'est un parti, il est vrai, qui a été affaibli. Mais la difficulté, c'est qu'on a des députés qui considèrent aujourd'hui qu'ils doivent leur réélection ou leur élection comme députés, non pas au parti, mais parce qu'ils étaient très identifiés sur leur territoire et que, voilà, ils n'ont pas forcément... Mais c'est plus compliqué. Agnès Evren, vous êtes en train de vivre une nouvelle fois la droite, votre parti qui s'entre-déchire à l'approche des présidentielles. Plusieurs commentaires de la vie politique, commentateurs qui connaissent bien votre parti, disent en fait, Laurent Wauquiez, il est en train de régler ses comptes avec Retailleau. Vous, comment vous regardez ce spectacle-là ? Vous dites que là, vous êtes encore en train de tomber dans ces errements de la droite française ? Écoutez, moi, évidemment, je le regrette. Et en tout cas, sur le fond, une chose est certaine, c'est qu'on était totalement alignés sur notre boussole, qui est aucune augmentation d'impôts et réduction des dépenses publiques. Et là encore, la différence entre le groupe à l'Assemblée, c'est qu'ils ont obtenu des victoires politiques. Mais vous êtes illisible. Vous êtes illisible, là, en ce moment. Oui, écoutez, vous voyez, j'ai le courage de venir devant vous, justement, pour vous répondre. Et tout le sujet, justement, c'est d'essayer d'avoir désormais un projet qui soit concret, crédible et d'être encore une alternance possible aujourd'hui au macronisme. Il y a un autre sujet qui divise les Républicains, c'est la question de l'union des droites et de la ligne à tenir face au Rassemblement national. Comment vous réagissez à cette tournée médiatique de Nicolas Sarkozy ? Il est aujourd'hui à Marseille, je crois, pour signer son livre, Journal d'un prisonnier, qu'il a fait paraître. Il est attendu à chaque fois par des files de supporters qui veulent absolument le rencontrer. Et dans son livre, il parle de cette union des droites, il parle du chemin de la reconstruction de la droite qui ne pourra passer que par l'esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive, sans anathème. Il parle également de Jordan Bardella dans une interview au Point en disant que Jordan Bardella lui fait un peu penser au RPR au temps de Jacques Chirac. Écoutez la réaction de Florence Portelli et puis après vous réagissez. Je pense que Jacques Chirac doit faire des saltos arrière dans sa tombe. Jacques Chirac, il n'a pas toujours été constant, mais il avait quand même une constance dans sa vie, c'est d'être farouchement opposé au Front National et au Rassemblement National. Oser quand même se réclamer de Jacques Chirac pour aller cautionner une reddition, une capitulation du pays vers l'extrême droite, je trouve ça lamentable. Et en plus, ce qui est vraiment dommage, c'est que Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de parti, qui a été un très bon ministre de l'Intérieur et de l'Économie, qui a bien commencé son mandat de président de la République, aujourd'hui donne une piètre image finalement par rapport à ce qu'il a été.
Agnès Evren, comment réagissez-vous ? Écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Florence Portelli parce qu'en fait, le rassemblement d'aujourd'hui n'est pas le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est vrai que Jacques Chirac avait dit toute compromission avec le Front National serait mortelle. Moi, je ne veux pas moraliser le Rassemblement National. Le Rassemblement National, c'est quand même 11 millions d'électeurs. C'est un parti qui a gagné 8 millions de voix en 20 ans. Que s'est-il passé ? Et c'est là où je me dis, à chaque fois qu'on moralise le Rassemblement National, ça le renforce. Après, philosophiquement... Attendez, le Rassemblement National, pour vous, est devenu un parti de gouvernement avec qui la droite pourrait s'allier ? Mais non. Alors là, vous voyez, typiquement, les journalistes qui surinterprètent les propos. Je vous pose une question pour savoir à quel point, selon vous, le Front National a évolué. Je dis juste qu'il faut arrêter de moraliser le Rassemblement National. Il n'y a pas un tiers de fascistes en France, il n'y a pas un tiers de racistes, c'est 11 millions d'électeurs. Mais politiquement, ça veut dire quoi ? RN a performé aujourd'hui sur les fractures territoriales. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que l'État incarne une forme d'urbanité et que dans la France périphérique, justement, Marine Le Pen a réussi à parler à ces classes populaires qui ont été abandonnées par la droite et par la gauche. Bien sûr, ça explique leur succès, mais ça n'explique pas la position que vous défendez de votre famille politique. Maintenant, je vais vous dire. De relation avec ce parti. Après, moi, je pense que ce sont deux entités différentes. Philosophiquement, ce qui nous distingue déjà, c'est la Croix de Lorraine. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur le plan économique, nous avons une vision libérale qui est fondée, en fait, sur plus de travail et moins de dépenses publiques. Là où c'est l'inverse, c'est une vision plus étatiste. Ça dépend. Ça dépend si vous regardez plus du côté de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. C'est vrai aussi. Il est pro-business. Mais en l'occurrence, c'est ça qui nous distingue, c'est qu'en fait, nous sommes pour une solidarité avec contrepartie, là où eux, ils sont pour une solidarité sans contrepartie. Mais c'est vrai, il n'y a plus que contre ça le RSA. Pardon, mais il n'y a plus que ça qui vous distingue. Je vous ai dit, je ne moraliserai pas le Rassemblement National. C'est une partie de nos électeurs qui sont partis. Vous savez, moi, je l'assume de le dire. Beaucoup de nos électeurs sont partis entre d'un côté au Rassemblement National et chez Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas l'union des droites. Vous verrez jamais Marine Le Pen serrer la main de Bruno Retailleau, je vous le dis tout de suite. C'est l'union des électeurs. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les Français, la France penche à droite. Ils veulent moins d'immigration, plus de sécurité et moins d'impôts. Comment on fait l'union des électeurs avec une primaire de la droite, une primaire des droites ? Mais là, non, vous avez tort. C'est-à-dire que l'union des droites, elle est déjà faite dans les urnes. Je vais vous dire quelque chose. En fait, je vous le disais, il n'y aura pas de main serrée entre Marine Le Pen et Bruno Retailleau. Mais moi, je connais beaucoup d'électeurs qui, entre LFI et RN, préfèrent voter RN. Pourquoi ? Et ils me disent, LFI, en fait, est le pire danger pour la démocratie et pour nos valeurs républicaines. Et donc, même s'il y a un front républicain, j'imagine pas un électeur de droite dire, finalement, je vais voter LFI. Forcément, ils voteront RN. Donc, en fait, cette union, elle a déjà lieu dans les urnes. Agnès Evren, la question, elle n'est pas de moraliser ou pas. La question, elle est aussi de... L'analyse de Nicolas Sarkozy, est-ce que ce n'est pas une erreur politique ? Est-ce que ça ne renforce pas le Rassemblement national ? Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le Rassemblement national est à 35, on est à 8. Et en fait, le rapport de force est inversé. C'est pas une alliance, c'est une absorption. Le gros mange le petit. Donc en fait, c'est une disparition. Un parti comme le nôtre, qui a donné 5 présidents à la France, qui a dominé la Ve République, se laisser comme ça bouffer, absorber par le Rassemblement national, c'est la disparition pure et simple, en fait, de notre parti politique. Moi, je ne veux pas qu'on se dissolve dans aucun parti, ni RN, ni macronisme, mais qu'on essaie justement d'avoir notre propre projet d'alternance avec, encore une fois, moins de dépenses publiques, plus de libéralisme, donc moins d'immigration. Il faut un candidat qui représente LR à l'élection présidentielle ? C'est très simple, sinon on disparaît. C'est-à-dire qu'avec la démultiplication des candidatures à droite, on risque d'être absent du second tour. Et donc moi, j'appelle la droite avec une primaire d'abord entre nous, c'est-à-dire pour éviter qu'on se dissout dans un autre parti, et on choisit notre propre champion. C'est la proposition de Laurent Wauquiez, de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Moi, je trouve Sarah Knafo, elle a beaucoup de talent, mais je pense que d'abord, il faudrait, au sein de notre propre parti, qu'on ait notre champion. Et après, on voit si dans un deuxième temps, en effet, on fait une primaire plus ouverte. Avant, vous étiez opposé à la primaire. Vous disiez que c'était la division de la droite. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand malheureusement, on est entre 6 et 8%. Comment est-ce que vous les départagez par des sondages ? À la précédente présidentielle, même moins. Vous étiez en dessous de 5%. Oui, on a fait 4,5%, mais là, on est à 8%, en fait. Donc, au début, je me suis dit, allez, on ne va pas retourner dans une primaire, on va faire des sondages. Le problème des sondages, c'est que vous voyez bien, 6-8, comment on peut les départager ? Vous êtes dans la marge d'erreur ? C'est compliqué, Voilà, vous voyez, je suis lucide, j'ai pas la langue de bois, donc je me dis, finalement, la primaire, notre champion, pourrait être décidé, choisi par nos adhérents, et ce sont les adhérents qui trancheront.
Un petit mot, parce que j'ai vu que vous aviez réagi sur une autre chaîne d'information au propos de Brigitte Macron, qui a qualifié des militantes féministes de sales connes. Elles avaient interrompu la veille le spectacle d'un humoriste qui a été accusé de viol, et puis il a bénéficié d'un non-lieu. Votre réaction ? Écoutez, moi, honnêtement, j'en ai assez en fait de cette agressivité dans notre société. On a l'impression que le combat à mener, c'est contre Brigitte Macron au lieu de mener les combats contre les violences sexistes et sexuelles. Il a eu un non-lieu, et donc aujourd'hui, ce qui est inadmissible surtout, c'est de voir qu'on a des activistes à chaque fois, à la Philharmonie, au cinéma, au théâtre, qui viennent interrompre un spectacle. Moi, c'est ça en fait que je récuse. Plus que l'utilisation du terme sale conne dans la bouche de la première dame. Qui a beaucoup choqué, Même si choqué notamment la jeune génération. En privé, non, mais franchement, en privé, qui n'a pas tenu des propos comme ceux-là ? Je veux dire, ce qui est dit dans une loge doit rester dans une loge. Mais on a tous, entre nous, on peut se parler dans 5 minutes, on aura sans doute des propos qui sont un peu différents de ceux qu'on porte devant un micro. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de décorrélation entre les conversations privées et la parole publique. Et ça, je trouve ça gravissime, en fait. Merci beaucoup, Agnès Evren, d'être venue ce soir et d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir. Sénatrice LR de Paris, porte-parole des Républicains. Merci, Camille. À bientôt. Avec plaisir. Bonne soirée sur France Info TV. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les informés.